Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Et donc, c'est chouette que vous mettiez les endroits où vous vous trouvez. Eh bien, nous, on se trouve en Belgique. Bienvenue. Oui, tout à fait, les neurones sont bien connectés dans le Gard. Ben, tant mieux, en fait. On va faire une grande connexion tous ensemble. Et donc, ravi d'être là avec vous pour passer un beau moment, partager une passion. En fait, une passion pour le mouvement, une passion pour le fait de faire bouger le monde avec chacun notre motivation, avec chacun notre passion, je dirais, avec chacun nos ambitions. Et donc, c'est vrai que moi, le mouvement, ça me passionne depuis toujours. Et donc, c'est un grand plaisir de partager avec vous ce thème, les neurosciences au service du management, révéler votre neuroleadership. Et donc, ce webinaire se fait en partenariat avec une très belle entreprise de formation qui se trouve dans un bel endroit d'ailleurs aussi, pas loin de Montpellier, et qui s'appelle Actif Formation, que je remercie vraiment pour la belle organisation. Alors, les neurosciences au service du management, révélez votre neuroleadership. Un petit mot à propos de qui je suis, qui vous accompagne pendant 7 heures. Mon nom, c'est donc Chantal van der Vorst et moi, je suis fondatrice d'une entreprise en Belgique avec différents partenariats, dont Active Formation. Et je travaille dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du coaching, de la formation, de la consultance, en fait, pour moi, d'état de posture visant à accompagner vers le bien-être et les performances. Et donc, les performances au pluriel avec un grand S, parce que je pense qu'on peut devenir plus performant, par exemple, pour gérer son stress, pour gérer ses émotions, pour être un meilleur ou plus efficace ou efficient leader. Donc, la performance au sens très large, nos performances. Et donc, moi, j'ai une grande passion pour les sciences, pour l'innovation aussi, pour l'humain, pour la transmission. Et je suis scientifique de formation, je suis ingénieure agronome et donc j'ai poursuivi ma formation dans le domaine des neurosciences à Paris, notamment à l'Institut de médecine environnementale et puis d'autres endroits dont je vais vous parler juste après. Et donc je suis aussi karatéka et professeure de karaté depuis, maintenant je fais du karaté depuis 30 ans et donc j'ai ouvert une école de karaté à Louvain-la-Neuve ici en Belgique. Donc, ravie de passer ce moment avec vous. Et le grand pourquoi, voyez, moi, qu'est-ce qui m'anime en fait dans ce côté diffusion, transmission, formation, webinaire. En fait, déjà, moi, je crois vraiment au côté fédérateur, au côté où ensemble on réfléchit, ensemble on fait bouger les lignes, ensemble on fait bouger le monde. Et donc, moi, mon choix, c'est de vraiment réussir l'introduction d'une approche globale. Vous voyez, quand je dis approche globale, c'est que si un petit peu caricatural, c'est que parfois, on a la tête qui est au travail, le corps un peu dans la salle de sport éventuellement. Et je pense, moi, que le corps, il a une très, très, très belle et très grande sagesse, qu'on a un instinct qui est très fort, qu'on a une très belle intuition aussi, et que, en fait, en combinant tout ça ensemble, ça permet, d'être très présent, d'être aligné et puis de mobiliser le maximum de nos ressources. Donc ça, c'est le grand pourquoi. Moi, j'ai une vision très optimiste en fait du monde et des organisations. Donc, y compris quand on entend des choses un peu négatives, moi, je sais pas, je reste optimiste. J'ai foi en l'humain et sa capacité, notre capacité, en fin de compte, de nous adapter, même si on passe parfois par quelques petits tourbillons, par des turbulences et par des émotions. Et donc, j'ai une vision optimiste du monde et des organisations et on va la découvrir de façon pragmatique avec différentes approches. En fait, comme ça, vous voyez aussi les fondements. Donc, nous, on aime beaucoup la R&D, donc vraiment l'innovation managériale. L'Institut de médecine environnementale à Paris, pour moi, est une de mes grandes sources. J'ai commencé à m'y former il y a une trentaine d'années. Et puis, j'ai continué la formation au Neuroleadership Institute NLI, qui est aux États-Unis, désireuse de continuer le chemin, de ne pas être dans des visions dogmatiques aussi,
parce que le cerveau, en fait, c'est en plein boom, c'est en pleine évolution, donc il y a toujours des choses à connaître, à appliquer, à transmettre. Alors, ma passion pour ce côté martial, en fait, j'ai continué la formation à un institut qui est aux États-Unis. Je vous conseille, hein, si ça vous intéresse, de vous connecter aussi à ces sources. L'Institut Strozzi, donc Richard Strozzi, lui, pratique, c'est l'aïkido et part du principe que en fait, beaucoup de choses peuvent trouver une solution, beaucoup de traumatismes, beaucoup de problèmes, trouver une solution par le corps et donc a établi vraiment de très beaux protocoles et recherches et une approche basée sur le coaching somatique, 100% le corps, quand la tête fait un peu, on pourrait dire, n'importe quoi. Voilà. Alors, je me suis formée au coaching via une école canadienne que j'ai vraiment appréciée, coaching de gestion, ça c'était il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la gestion de projets, dans la gestion de processus. Et donc, c'est toute cette espèce de mélange que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec ma vision, moi, du neuromanagement, du neuroleadership. Alors, peut-être pour simplifier les choses, pour les rendre accessibles, pour moi, le côté neuro-leadership, donc développer son leadership à partir des neurosciences, tout en manageant, je dirais, les équipes et les organisations, avec la base de la base, des bonnes délégations, un bon suivi de délégation, un squelette qui est assez stable, je dirais des bonnes fonctions définies, etc. Et ben tout ça, quand ce squelette est bien défini, pour moi, on peut déployer encore plus le potentiel. Et ma vision du neuroleadership en préparant ce webinaire, c'est de se dire qu'il y a quelque part le fait de réfléchir comme un scientifique. Et donc, réfléchir comme un scientifique, c'est avoir une vision large, une vision globale, un peu comme si on était des observateurs pour voir si le système qui s'appelle entreprise, le système qui s'appelle équipe fonctionne bien. Et quand il fonctionne bien, on va avoir des indicateurs assez bons de sérénité, de motivation, bien sûr, de performance au sens large. Et donc, on n'aura pas de grands problèmes. On voit que le système, pour moi, se régénère, a de l'énergie, peut continuer à avancer. Et puis, en fait, de temps en temps, le système fonctionne parfois moins bien. Donc, oui, dans cette optique de scientifique qui observe en fait énormément, qui observe, qui fait des hypothèses, qui modélise, qui cherche à comprendre ce qui se passe. Dans cet esprit scientifique, c'est qu'on pourra de temps en temps repérer de la fumée, un petit peu comme un petit incendie qui est en train de démarrer quelque part. Et l'humain, il a un corps magnifique, un cœur, un corps qui ne ment pas, je pense, et qui va manifester son inconfort par du stress, par de la démotivation, par une petite frustration. On pourra avoir peut-être parfois des conflits. Et moi, je considère toutes ces choses comme éminemment humaines. Et donc, vous voyez, ce côté scientifique, on observe, on fait des hypothèses, et puis on va pouvoir chercher à comprendre ce qui se passe pour remettre les systèmes à l'endroit. Le deuxième point que j'avais envie de vous partager, vous voyez, interagir par le cœur, comme un sage, comme une sage, aimer les équipes, vous voyez, créer des alliances, aimer les personnes avec qui on travaille. Alors, aimer, pour moi, c'est au sens très large, c'est-à-dire créer une alliance, créer un lien. Et c'est vrai que dans plusieurs accompagnements, je vois que parfois que cette base n'est pas là. Donc, vous avez une personne, son manager, l'équipe, des silos, etc. Et donc, il y a peut-être parfois aussi tout simplement aller au-delà de la première apparence, au-delà de nos préjugés, de nos biais cognitifs pour aller chercher en chaque personne ce qu'il y a de beau. Peut-être que je suis un peu naïve, certainement, mais je crois que je vais continuer à l'être, vous voyez, et avoir le beau dans les personnes. Et donc, réfléchir, interagir, vous voyez ce côté relation, et agir comme un leader. Et agir comme un leader, pour moi, dans les fondements, il y a vraiment initier un mouvement. Quand le mouvement se passe, d'ailleurs, on peut l'initier soi-même, on peut voir que dans une équipe, il y a quelqu'un qui le ferait bien mieux que nous, tant mieux. Et donc, quand ce mouvement se met en place au service d'une vision, en fait, pour moi, un leader
aura tout intérêt à se mettre un petit peu en arrière, vous voyez, et dans les coulisses, et à insuffler un mouvement positif, insuffler de l'énergie positive. Donc, réfléchir comme un scientifique, interagir par le cœur, agir comme un leader. Alors, moi, le processus que j'aurais à vous conseiller pour chercher, voyez, à objectiver les choses et même à les rendre concrètes et actionnables, on va voir ces points les uns après les autres. Ici, la vue globale, c'est oser une vision audacieuse et parfois braver nos propres interdits, nos peurs de ne pas être aimés, nos peurs de ne pas être appréciés, nos peurs d'être exposés. Donc, vous voyez, là, on va le voir aussi à la lumière du fonctionnement du cerveau. C'est qu'on a à l'intérieur de nous assez bien de zones qui vont freiner en fait toutes ces choses audacieuses. Et donc, je vous proposerai un petit processus qui permet aussi d'aller de l'avant et de créer une vision audacieuse. Alors, il va être pour moi important d'incarner cette vision. Vous voyez, incarner, c'est plus que de la pensée, du mental, des business plans et des choses comme ça, qui sont vraiment importantes, bien sûr, mais il y a le côté incarné. Incarner, c'est la traduction comportementale de la vision, en fait, pour que les choses se voient, pour que les choses, on puisse les comprendre avec le cœur aussi et qu'on puisse vraiment voir vers où on va. Et puis, bien sûr, vous voyez, ce mouvement incarné, créer un mouvement collectif et fédéré. On parlera là du changement viral et dans quelle mesure, voilà, et on a ce lien avec le cerveau. Donc, le côté viral, on sait très bien ce que c'est un virus, bien entendu. Et puis alors, vous voyez, le côté viral, c'est aussi pour moi par des comportements que l'on incarne, donner simplement aux autres l'envie d'être suivis. Je vous donnerai quelques exemples dans des entreprises à ce sujet. Développer la lucidité et conscientiser. Pour moi, la lucidité, c'est important aussi parce que, vous voyez, on a à gauche, il y a un petit éclair. Moi, je pense qu'on a des parts d'ombre. En tout cas, moi, j'ai des parts d'ombre. J'y travaille, je dirais, tous les jours. Des parts dont parfois je suis moins fière. Et je crois que ces parts d'ombre, c'est avoir un regard lucide sur ces parts d'ombre et de faire un choix permanent d'aller de l'ombre vers la lumière. Alors, je crois que là où on en est dans l'évolution de notre espèce, c'est pas gagné dans le sens, c'est un travail, quoi. Vous voyez, c'est un travail de faire émerger ce qu'on a envie de faire émerger, de la joie, de l'optimisme, de l'audace. Vous voyez, ça, c'est vraiment selon voilà, chacun, chacune. Et de se dire que cette ombre, elle sera là et elle va peut-être nous indiquer des choses aussi extrêmement intéressantes. On y reviendra. Et donc, c'est pour moi le côté un peu jardinage permanent, vous voyez, de jardiner. Moi, dans mon influence par rapport au karaté, vous voyez, le côté samouraï, jardiner, c'est être précis, c'est nettoyer quoi, quelque part et faire son petit jardinage personnel tous les jours. Voilà ce processus et vous voyez à l'intérieur, il va donc être nécessaire de comprendre comment fonctionne cet être humain, comment fonctionne notre grosse boîte noire qu'on appelle un cerveau. Et donc, c'est intéressant quand même, moi je trouve, on arrive sur Terre. Et quand on arrive sur Terre, c'est vraiment dommage, quoi, mais on n'a pas le mode d'emploi qui est fourni. Ah, quand on achète un aspirateur, il y a un mode d'emploi. Quand on achète, je ne sais pas, une machine à laver, il y a un mode d'emploi. Et en fait, nous, on arrive sur Terre, il n'y a pas le mode d'emploi. C'est très intéressant. Hein, ça veut dire que oui, on a un acte de naissance, mais et alors, quoi? Comment est-ce qu'on on va s'en sortir sur cette Terre? Et donc, en fait, le mode d'emploi peut-être n'a pas été fourni parce que tout simplement, il n'était pas encore connu ou pas suffisamment. Et peut-être parce que c'est une quête, vous voyez, d'aller découvrir qui nous sommes. Et donc, on a plusieurs grilles de lecture qui sont intéressantes, je trouve, à combiner, à comparer, parfois à chercher à voilà, voir comment fonctionne cet être humain à partir de plusieurs prismes. Et donc, selon les approches, on a le mode à gauche qu'on appelle automatique, approche de l'IME, état d'esprit fixe et l'autre de développement plutôt Neuro Leadership Institute. Bref,
je dirais, peu importe même d'où ça vient, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est se dire, voilà, on a à l'intérieur de nous une partie qui est plutôt automatique, système 1, état d'esprit fixe. Et cette partie est vraiment mais très, 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 très bonne dans une entreprise ou dans une équipe pour pouvoir mettre en place des procédures, des processus, vous voyez, des choses qui vont devenir, entre guillemets, industrialisées. Et donc, où je crois que c'est intéressant d'avoir toujours un regard critique sur ces process, ces procédures, et de temps en temps, en fait, ça va tout à fait fonctionner. Et ça rend le système extrêmement fluide. Donc, moi, dans les accompagnements, en fait, c'est intéressant, mais avec les concepts d'agilité, d'entreprise libérée, de sociocratie, etc., que je trouve très, très bien sûr. En fait, de temps en temps, les travers, moi, que je vois, c'est que c'est parfois pas assez industrialisé et processé. Vous voyez, c'est la question, oui, mais est-ce que c'est toi qui fais ça? Est-ce que c'est moi? Et puis parfois des petites luttes de pouvoir, etc. Et donc, je pense, moi, que cette partie assez automatique, elle a besoin d'un cadre et elle a besoin d'une structure parce que c'est là-dedans qu'elle s'y retrouve, puisqu'elle gère tout ce qui est simple, tout ce qui est connu et tout ce qui est maîtrisé. Et puis alors, je dirais qu'on a aussi un système 2, un mode adaptatif, un état d'esprit de développement, plutôt sous-tendu par la partie préfrontale du cerveau, qui va nous permettre de changer, qui va nous permettre d'innover, qui va nous permettre de bouger les lignes, de re-questionner un système, de s'adapter, de rebondir, parce qu'on voit qu'une entreprise concurrente a sorti un produit qui est très proche du nôtre. Enfin, vous voyez, qui permet peut-être même de travailler ensemble avec ce concurrent. Donc, vous voyez, qui permet en fait de sortir du cadre. Et en fait, cette partie-là, on peut la mobiliser de façon plus consciente, de façon plus volontaire. Et c'est un travail, moi je crois vraiment, c'est comme une musculation sportive parce que notre mode qu'on appelle automatique système 1, il nous domine largement. Vous voyez, donc cette partie va se référer d'abord à nos habitudes, nos façons de faire habituelles, etc. et n'aime pas beaucoup le changement. Et donc, c'est tout un travail, si vous voulez, de reprendre de la hauteur, de s'observer. Et ce travail d'ouverture de ce système 2 ou adaptatif peut se faire par trois grandes voies. Celle du corps, moi que j'aime beaucoup parce que ça bloque un peu la pensée qui, enfin c'est peut-être la mienne qui parfois fait n'importe quoi, vous voyez. Mais donc le corps, par l'ancrage, par la respiration, vous voyez, d'accéder à ce mode adaptatif. On peut le faire par le ressenti, par les émotions, en se remémorant des émotions positives, en les vivant. Et donc ça aide à prendre du recul, à voir la situation autrement. Et on peut le faire, bien sûr, en changeant notre état d'esprit ou nos pensées. Et donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. Et dans l'idée du neuro-leadership, ça va être aussi de prendre soin de nos parties cérébrales. Donc, ce n'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser. Et pourtant, dans beaucoup d'organisations, je crois que tout le monde fait un peu, on fait ce qu'on peut quelque part, mais parfois il y a plein de changements et encore un nouveau changement et une restructuration. Et de temps en temps, le mode mental automatique est un peu perdu parce qu'il a besoin de repères. Et quand il est perdu, la conséquence, c'est de l'inconfort, c'est du stress, c'est une diminution de la performance. Et donc, dans le neuroleadership, c'est vraiment prendre soin de nos différents pilotes cérébraux. Et là aussi, dans ces pilotes cérébraux, approchés par l'Institut de médecine environnementale avec qui moi j'ai beaucoup travaillé. En fait, on a différents pilotes à l'intérieur de nous et tous ces pilotes vont pouvoir en fait nous donner des grilles de lecture pour pouvoir intégrer le comportement humain dans la pratique managériale. Donc, je vous donne un exemple d'une équipe que j'accompagne en ce moment et où on voit quelque part qu'ils sont, cette équipe est affilée quelque part dans la gouvernance qu'on appelle grégaire et instinctive. Autrement dit, il y a du stress, etc. Il y a des rapports de force, il y a des silos. Pourtant, ils ne sont que 6, vous voyez. Et donc, ils sont en train de se comparer. Il y a des petits clans. Et donc, chez eux, en fait, leur dynamique d'équipe est filée vers le bas
Donc, tout le travail va consister à remonter de 2 étages cérébraux quelque part, c'est favoriser la motivation, remettre un cadre extrêmement clair par rapport aux fonctions, par rapport au processus, pour quelque part dresser en fait la gouvernance grégaire, les amygdales limbiques. Et donc aussi mobiliser cette partie adaptative du cerveau qui va permettre de lâcher prise, de voir le collègue non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe, qui a du potentiel. Vous voyez, à l'intérieur de ce cerveau, il y a des tas de choses, il y a pour le meilleur et pour le pire, et énormément d'outils pour gérer au mieux les différents pilotes cérébraux. Alors, voyez, pour revenir à cette idée de système 1, système 2, en fait, le système 1, cette partie plus automatique qui est pour moi indispensable et très belle, c'est vrai, dans plusieurs équipes, il y a nécessité, en fait, de remettre des processus en place, de remettre des automatismes, parce qu'on n'est pas, pour moi, en 2023, on n'est pas outillé, on n'est pas câblé pour être tout le temps adaptatif, innovant, etc. Pour moi, c'est un leurre. Il faut tenir compte de cette réalité biologique. Et puis, dans certains cas, on peut avoir aussi le besoin justement de sortir des automatismes parce que c'est plus très adapté, parce que c'est devenu trop rigide, parce qu'il y a un nouveau projet et de favoriser cet état d'esprit de développement, cet état d'esprit d'ouverture. Alors, si on revient à notre processus par rapport au neuroleadership, en ayant fait un zoom dans cette boîte noire humaine, oser une vision audacieuse. En fait, là, quelques conseils que j'aurais, c'est engager le corps, l'esprit, même l'intuition et l'instinct dans l'émergence de cette vision. Et donc, il y a un outil qu'on appelle la déclaration d'intention individuelle et collective, que moi j'ai emprunté, enrichi et qui vient de l'Institut Strozzi au départ. Et en fait, je peux vous donner les quelques questions et ajouter la respiration, c'est extrêmement utile. Et donc, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est peut-être l'utiliser aussi après le webinaire. Le processus moi, que j'utilise, c'est le suivant, c'est commencer par respirer très profondément 2-3 fois. Et je vous invite à respirer profondément, simplement en se détendant. Vous voyez, c'est très bon pour un peu faire descendre le sable vers le bas, libérer l'esprit, libérer le corps. Et puis, il y aura une première question. Et la première question, imaginons qu'on la pose pour voilà, l'équipe dans laquelle vous êtes. Hein, on pourrait le faire pour un projet, pour la vie, n'importe. Et c'est, dans cette équipe, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et quand vous vous posez cette question, moi, je vous invite à bien vous centrer, aller à l'intérieur de vous et aller laisser aussi le corps et l'intuition répondre. Et le souffle, c'est plus fort que l'automatique, hein, ça le déconnecte très bien. Et bien ancrer vos pieds dans le sol. Ensuite, la deuxième question, on va la préparer par 3 grandes respirations. Et je vous invite à bien respirer. On inspire. Et puis on détend. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et la deuxième question est une nuance. Dans cette équipe, qu'est-ce que je désire vraiment? Ça peut être pour cette équipe aussi. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et vous essayez de laisser vraiment aller ce que vous pensez vraiment, en fait. Ce qui émerge en vous. Pas les obligations, pas les modèles tout faits d'une équipe, mais vraiment, qu'est-ce que je désire vraiment? Voilà. Alors, il faudra un peu plus de temps, hein, mais j'avais envie de vous faire vivre ce processus. Troisième étape, on la prépare en respirant, en s'ancrant et essayer de vous détendre le plus possible pour que ce petit automatique prenne juste sa place dans l'édifice, mais pas plus. On inspire et on expire. On inspire
On expire. On inspire. Et on expire. La troisième question, si on le prend toujours par rapport à l'équipe, c'est en fait essayer de visualiser l'équipe qui fonctionne très bien, c'est quoi? Essayez de voir comment sont les personnes, comment vous êtes, le type de relation, les émotions. Et donc là, on peut le dessiner, on peut le voir et vraiment se projeter dans un avenir réussi, dans un bel état désiré, un futur amélioré. Quatrième étape, moi j'aime bien chaque fois on s'y prépare justement pour que la pensée ne prenne pas trop de place, quoi, une place parmi d'autres. Donc on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Quatrième étape, vous voyez, si on est toujours sur cette idée d'équipe, la vision, c'est aussi se dire, et moi là-dedans. Et donc, je vous invite à un petit point sur vous-même. Quels sont vos talents, vos compétences, les choses que vous avez vraiment envie de révéler de vous-même. Et la question, c'est, j'ai des talents, des compétences, je suis unique. Quel est, entre guillemets, le meilleur usage de moi-même dans cette équipe? Qu'est-ce que j'ai envie de mobiliser pour arriver à cette vision-là? Voilà, et là, on se prépare à la dernière étape. Pour cela, moi, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, c'est de s'ancrer dans le sol, respirer et se détendre. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Et la dernière étape, celle de la déclaration d'intention, déclaration individuelle, c'est à quoi est-ce que vous vous engagez par rapport à cette équipe? Je m'engage à, et vous complétez. Donc c'est là, on sent, vous voyez, le mode automatique, on va chercher à le bousculer un peu, à bouger les lignes. Je m'engage à. Et ça, vous voyez, c'est le processus d'abord individuel. Et puis alors moi, pour passer au collectif, c'est un outil que j'ai déjà utilisé avec 100, 150 personnes. Et pour cela, en fait, il y a le processus collectif, c'est d'abord de refaire des plus petits groupes. Alors ça dépend de la taille du grand groupe. Et de leur demander en 15-20 minutes de faire une seule déclaration par groupe. Donc d'échanger une déclaration par groupe, y arriver. Et puis, je passe à un processus où on va afficher les déclarations. On va voter pour une déclaration qui sert de point de départ. Vous voyez, surtout pas pour exclure les autres déclarations, mais celle qu'on va enrichir, celle qu'on va bonifier. Et donc, c'est un moment, on arrive à une déclaration. C'est un processus assez rapide et on est plutôt dans une posture alors de facilitateur, d'animateur. Et très intéressant pour moi pour créer une vision fédératrice et audacieuse parce qu'on aura engagé l'instinct, l'intuition, le corps au service de cette vision. Alors, si vous voulez aussi, vous n'hésitez pas à écrire déjà vos questions dans le chat. Nous, on va les prendre aussi, en faire une synthèse. Donc, s'il y a des questions, des partages, bienvenue. Alors, voyez la deuxième étape, incarner cette vision. Moi, c'est vrai que j'aime bien le mot anglais to embody. Embody parce qu'il y a body dedans, tout simplement, qui veut dire le corps. Donc, voyez, et incarner en français, bon, c'est le mot, je pense, le plus proche. Mais en fait, je trouve qu'il est moins précis. Mais bon, voilà, on l'a, donc on l'utilise. Et donc, la prédominance du corps. Donc, ça veut dire que
Là-dedans, les questions névralgiques, hein, les questions, on va dire, qui sont puissantes, qui nécessitent une réflexion, c'est quel comportement incarne cette vision? Voyez vraiment, on a une vision, si on travaillait comme tout à l'heure sur l'équipe, dans le fond, et qu'on arrive à un engagement, je ne sais pas, je m'engage, ou dans l'équipe, on s'engage à mettre en place une ambiance agréable, d'accord? Comment est-ce qu'on va incarner cette ambiance agréable? À quoi verra-t-on que cette vision est réalisée concrètement? Et pour moi, c'est vraiment très, très important. D'aller dans cette étape parce que vous voyez notre mode automatique, notre système 1, comme il nous domine largement, en fait il a besoin de concret, vous voyez quelque chose d'actionnable, quelque chose où il dit ok ça j'ai compris, donc une vision de l'équipe avec une ambiance agréable. Le comportement numéro 1, c'est se dire bonjour en souriant quand on arrive au bureau. Le comportement numéro 2, c'est voyez, avec chacun sa personnalité, évidemment, mais vous voyez, de incarner la vision bien plus que de la diffuser par mail dans des documents compliqués, parce que en fait, ce sera très, très cognitif et mental. Donc, pour moi, c'est un conseil, vous voyez, c'est traduire cette vision en comportement. Alors, un côté neuro-leadership, pour moi, le leadership, il y a ce côté fédérateur, créer un mouvement collectif. Et donc, une très, très belle approche, je trouve, c'est le changement viral. Donc, c'est comme un virus, si vous voulez. Un virus, c'est comme un agent de changement. Et l'ADN, ce sont les comportements. Alors, dans le changement viral, il y a dans ce côté leadership, il y a dans le fond quelles sont les personnes qui croient à cette vision, qui ont envie de la porter et qui l'incarnent. Et avec quelques suiveurs qui en fait sont les véritables leaders, je pense, eh bien, le mode automatique, le système 1 qui est assez sensible à l'image sociale, aura en général plus de facilité à s'identifier à ces personnes qui incarnent la vision. Et je pense bien sûr que une vision fédératrice, c'est important avec cet outil déclaration commune de se dire que si chacun y a participé, il y a une appropriation. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel qu'on va chercher à imposer. Comme j'entends moi régulièrement, on va faire adhérer à la vision. Moi, j'ai des doutes en fait. Faire adhérer, c'est déjà tout un programme, quoi. Voilà. Et donc, arriver à créer ce mouvement collectif par le changement viral. Oui, et donc ici, ce côté fédéré, ce côté incarné, ce côté créer un mouvement collectif. Je vois un commentaire. Oui, moi je vous rejoins entièrement. Incarner va au-delà du corps, c'est vraiment dans sa chair. Moi je vous rejoins entièrement, c'est que il y a le côté, je crois aussi, énergétique là-dedans. Il y a des choses subtiles qui sont même très difficiles à expliquer, qui viennent de, oui, dans la chair, tout à fait, dans les émotions, dans quelque chose, oui, de l'ordre de l'énergie que l'on dégage. Et je ne crois pas que le leadership soit quelque chose de mental. Bien au contraire, je pense que notre pensée automatique, parfois, elle nous plante terriblement. Enfin, je devrais parler pour moi, en fait, hein, ce serait plus juste. Et donc, vous voyez le côté, justement, incarné entièrement avec tout notre être. Alors, cette idée d'être assez conscient et assez lucide, pour moi, je pense que c'est tout un programme aussi. C'est tout un programme parce que je reviens avec ça, hein, ce mode automatique qui est très, très présent, qui aime les habitudes. En fait, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est assez conscient. Enfin, vous voyez, conscient, ce que je veux dire, c'est qu'il fait du bruit dans la tête. Ah, je dois encore faire ceci, cette personne m'a dit ça et ceci. Vous voyez, donc, il est assez bruyant. Et puis, il se fait qu'il retient assez bien le négatif, je pense, pour nous protéger. Moi, je crois que ça doit avoir une fonction. Mais il se fait que nos parts d'ombre, je crois moi qu'elles sont assez bien présentes.
Comme cette amanite tue-mouche, elle a toute sa place dans la nature. Si on la mange d'un coup, il y a forte chance pour qu'on soit empoisonné. Et pourtant, elle a sa place dans la nature. Donc, si elle existe, c'est que pour moi, elle a une utilité. Et donc, moi, j'ai coécrit aussi un livre sur le management toxique il y a quelques années. Donc, le management devient toxique quand il va induire vraiment pression, stress, démotivation dans la durée, quand l'acte managérial lui-même induit ce genre de choses. Et donc, dans toutes nos parts de toxicité, en fait, je pense que c'est important d'en être lucide et pour cela, avec la personne Patrick Collignon avec qui j'ai coécrit le livre à l'époque, on s'est questionné pour savoir, tiens, quelles sont les typologies que l'on rencontre, typologies de management toxique. Il y en a plusieurs, je vais juste vous les citer, on peut vous donner plus d'infos à ce sujet bien sûr. Donc le management hyper est un petit peu pour moi pernicieux parce que le surinvestissement c'est un comportement qu'on voit beaucoup et donc c'est comme une machine à laver qui tourne en permanence sur le programme essorage. Je pense que ça va être intéressant quand on est face à ça. Un petit conseil, c'est de ne pas rentrer dans la machine à laver de l'autre, de peut-être observer, peut-être aider à arrêter le bouton essorage, vous voyez, parce qu'un bouton essorage qui fonctionne en permanence, il va y avoir les plombs qui vont claquer, il va y avoir peut-être le moteur qui claque aussi. Donc, vous voyez, inviter à appuyer sur le bouton pour changer de programme, ouvrir la porte, bon, si la personne reste dans sa machine à laver, que voulez-vous, on ne peut pas l'en sortir de force, mais ne pas rentrer dans ce jeu. Alors, quelques infos, vous voyez, ça c'est juste pour vous les citer. Management toxique 4-4, c'est une personne qui prend de la place, beaucoup de place, très convaincue, animée par des valeurs, par exemple, aimer les défis, aimer l'efficacité, ne pas supporter l'inefficacité. Et donc, un petit peu, comment dirais-je, les petites fleurs sur le côté qui n'auront pas énormément de place pour vivre. On l'appelle aussi le monstre sacré. Alors, encore un petit mot, antipathique, c'est quand la tête de l'autre ne revient pas. C'est une question de personnalité. Et dans tous ces styles, vous voyez, moi je trouve heureusement qu'on a un mode adaptatif qui permet de prendre du recul, peut-être d'aller vers diversité et inclusion et se rendre compte que, vous voyez, dans tout ça, qui a tort ou qui a raison à l'échelle de l'humanité, c'est une grande question. Et puis alors, on a quatrième style, despote, c'est en général le plus complexe parce qu'il y a des émotions, il y a des comportements parfois de pression, de déstabilisation, il y a des jeux de pouvoir, et ça c'est plutôt amygdale limbique, la partie plutôt grégaire qui va être à l'œuvre. Et le Mission Impossible, là aussi, c'est un peu le squelette de la fonction qui est attaqué, où il n'y a pas vraiment de responsabilité définie, pas vraiment de pouvoir, vous voyez, et donc tous ces styles, pour moi, il y a des différences, mais le grand point commun, c'est que parfois, c'est très inconscient, ça peut faire de gros dégâts. Et donc, c'est tout un travail, je pense, de se pencher sur nos parts d'ombre et de chercher à s'en libérer. Un grand jardinage. Alors, j'ai regardé dans le chat, je mets mes belles lunettes. Scindé corps et esprit. Merci beaucoup, Eric. Oui, notre culture a malheureusement scindé corps et esprit, ce que n'ont pas fait les cultures asiatiques. Oui, et moi je vous rejoins entièrement. Ben, voyez, moi dans la pratique du karaté, évidemment qu'il y a le cerveau, cette partie-là, ces neurones de la tête là qui fonctionnent, mais en fait, le développement relationnel, personnel, se fait par le corps. Et moi, c'est pour ça que je prône vraiment ce côté global, ce côté où on est un et où le corps va raconter parfois des choses bien avant la tête. Donc, absolument, moi je suis pour le front de réunification et peut-être qu'on arrête d'ailleurs de scinder les choses par des mots. Je prends aussi leadership, c'est aussi être doté d'un profil prédestiné, oui, oui, par personnalité particulière. Oui, moi je pense aussi qu'il y a une partie, comment j'ai envie de dire, incontrôlable là-dedans, instinctive, et que c'est une certaine sagesse aussi, vous voyez, dans une équipe de reconnaître qui sont les vrais leaders et que le manager a peut-être intérêt à se dire, on va travailler ensemble. Et c'est, je crois, aussi tout un chemin de mettre notre ego un peu de côté. Voilà.
Alors, un petit mot, je reviendrai à la question suivante juste après. Un petit mot sur les lumières, parce que bon, on ne va pas s'arrêter aux ombres, hein, les amis, ce serait vraiment dommage. Donc, moi, j'ai, comme je vous disais, mon côté un peu peut-être naïf. En fait, moi, j'ai des idéaux très forts qui m'aident à avancer tous les jours. Et donc, j'ai fondamentalement foi en l'humain et à ses ressources. Et je crois que c'est tout un travail parfois de fouille archéologique pour soi-même, hein, voyez, enlever nos préjugés, essayer d'enlever les biais cognitifs pour se dire, tiens, chez cette personne, en fait, comment est-ce qu'elle va pouvoir être motivée, quel est son rayonnement. Et donc, ombre et lumière, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. J'ai envie de dire que le plus fort gagne. Moi, je pense que c'est la lumière, c'est mon avis, et que c'est tout un travail quelque part de jardinier. Vous voyez le côté samouraï, le jardin extrêmement précis de prendre soin de soi, de prendre soin du corps. Et pour moi, une très très belle synthèse, c'est l'énergie. Vous voyez, de prendre soin de notre énergie, parce que pour moi, c'est quelque chose qui se régénère. Et c'est très intéressant au niveau d'une organisation, d'une équipe ou d'une personne de faire un bilan énergétique. Vous voyez, de voir quelles sont les fuites, quelles sont les entrées. Et ce côté jardiner, c'est colmater les fuites, veiller à ce qu'il y ait plus d'entrées et régénérer cette énergie qui est en fait que l'on voit dans la nature. Et donc c'est vrai que le neuroleadership pour moi c'est la première source d'inspiration, c'est la nature, les arbres, les plantes, voyez la nature, et que nous faisons partie de la nature. Et je crois que notre espèce sapiens sapiens a tout intérêt à continuer à se rapprocher de la nature. Alors vous voyez, le guide de conduite, si on fait le lien avec les arts martiaux, le mot samouraï, il y a un verbe, c'est saburo, qui est servir une cause. Alors moi, ça m'anime énormément. Des causes qui sont au-delà de soi-même, au-delà de moi, vous voyez, des causes plus grandes. Et quand on entre dans le dojo, c'est le lieu où on s'entraîne. En fait, vous voyez, on a un habit qui est blanc, hein. Il y a peut-être des personnes qui font du karaté aussi. Le karaté-gi, il est blanc. C'est la couleur du deuil. Et dans le deuil, c'est pas la mort physique de quelqu'un. C'est dans le sens, on rentre dans le dojo, on met notre habit pur pour chercher à mettre tous nos soucis, tout ce qui pollue l'esprit, pollue l'âme, pollue le cœur, on cherche à mettre tout ça de côté, à laisser ça dehors. Et alors, dans un dojo, on a différents principes. En fait, quand on rentre dans le dojo, et je trouve qu'il s'applique très très bien dans la vie des entreprises, c'est perfectionner le caractère, sachant que la perfection, on l'atteindra jamais, c'est OK, ça c'est sûr. Et vous voyez, on y travaille, être loyal et fidèle, développer la sincérité et freiner l'impulsivité et l'agressivité. Et je trouve que ces codes de conduite, pour moi, c'est un peu, bon, on peut avoir des accords Toltec, des tas de choses qui servent aussi un peu de référence éthique, en fait, de notre propre éthique personnelle. Alors, pour vous montrer, je vais passer après aux dernières aux questions que l'on voit. Donc, vous voyez, la synthèse, moi, neuroleadership avec le corps, avec l'esprit, en fait, l'entièreté de ce qui nous anime. Le grand principe qu'on a dans le courant, moi, l'école de karaté que je suis, c'est Shinkitai, unité de l'esprit, de la technique et du corps. Et donc, même là, cet idiogramme, c'est un. Nous, on le scinde en français, mais voyez, c'est un. C'est pas, on le découpe pas. Et donc, c'est la technique, c'est dans le sens, ce côté où on jardine, où on s'entraîne, parce que pour moi, on est des êtres en chemin, en fait, durant toute la vie. On est des êtres pas aboutis, et c'est parfait, je dirais, c'est très bien. Et donc, c'est tout ce côté travailler sur soi, travailler la relation, prendre soin des autres, prendre soin de soi, et ça s'entraîne, d'où l'idée de technique et de réunifier, en fait, tout l'être, y compris son âme, son énergie, en fait, et tout ce qui nous anime. Alors, une petite histoire, en fait, voyez, dans le karaté, donc moi j'ai 53 ans, et l'année passée, j'ai eu la grandiose idée de commencer la compétition, donc à l'âge de 53 ans, en fait, et c'est vrai que, bon, moi j'ai entendu beaucoup de choses hein, que je n'y arriverai pas, mais alors on peut les entendre de l'extérieur,
bon, voilà, c'est pas très gai à entendre, mais voilà, c'est pas très grave, je dirais. Mon problème, c'est que j'avais vraiment intériorisé ça, que j'étais sûre que je n'y arriverais pas. Et donc, j'ai fait tout ce chemin, vous voyez, pour me dégager de mes ombres et de mes croyances et de mon manque de confiance en soi, etc., etc. Et alors, en fait, j'ai commencé la compétition et j'ai énormément de plaisir, en fait. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que des copines karatéka qui ont un peu mon âge, on est dans la catégorie plus de 35 ans, c'est malin. Mais vous voyez, de fédérer en disant, on y va. Et donc, moi, c'est ça le leadership aussi, c'est en fait faire venir des femmes, des personnes pour aller pratiquer le karaté et aller aux compétitions ensemble. Et alors, comme ça, entre nous, mon prochain défi, ce sont les championnats du monde à Jakarta en septembre. Et je vais devoir vraiment travailler mon stress, je vais être honnête, confidence pour confidence. Et donc voilà, moi, c'est ce que je pratique tous les jours en essayant d'être le plus cohérente possible, on va dire, et en chemin. Et donc voilà, conseil numéro 1, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde patiemment grandir. Donc je crois que dans le management, neuromanagement, neuroleadership, il y a travailler le terreau. Vous voyez que ce soit fertile et puis que les plantes, elles vont pousser. Et puis, oui, donner l'exemple autant qu'on puisse, quoi. Faites-le avec passion et cœur ou ne le faites pas. Moi, c'est vrai que je pense que ben, le cœur, l'intuition, l'énergie sont tout à fait fondamentaux. Et même que parfois très inconsciemment, c'est à ça qu'on va répondre plus qu'à un plan de projet ou à, je ne sais pas, des grands fichiers Excel, etc. Et le conseil numéro 3, jardiner tous les jours. Alors, je vais passer à des questions et puis vous montrer aussi la suite parce qu'avec Active Formation, on est très actif, voilà. Et donc, il y a des formations, des accompagnements que vous pouvez suivre si vous avez envie d'être dans la pratique encore plus. Alors, j'ai ma collègue qui, voilà, me dit, merci Céline, ma collègue, elle est là à côté de moi. Voilà, le management par le stress toxique, s'il en est, se retrouve beaucoup top-down dans la gestion de collectivités publiques parfois, où le management se passe de valeurs profondes, voire exprime des contradictions entre valeurs mentales et comportements observables. Je vais les lire toutes. Hein. J'ai vu des managers extrêmement gênés par quelqu'un, de très créatifs qui leur semblaient ingérables. En quoi le neuromanagement peut-il apporter une solution? Arrêter de se comparer. Ouais. Merci beaucoup pour les partages. Alors, si je prends les éléments management par le stress toxique, c'est vrai que moi, le management par le stress, j'y crois pas du tout parce que, enfin, d'un point de vue cérébral, en fait, ça va aller stimuler la gouvernance instinctive, qu'on a appelée beaucoup reptilienne aussi. On sait que cette partie, elle est faite pour nous permettre de faire face à des dangers, la fuite, la lutte et l'inhibition, et qu'elle n'est pas faite pour réfléchir. Et donc, le management par le stress, en fait, c'est juste induire des comportements qui sont faits pour nous échapper. Donc, moi, oui, c'est très fréquent et je me demande, moi, encore, enfin, beaucoup, je pense parfois c'est fréquent aussi par méconnaissance. Vous voyez, par méconnaissance de nos mécanismes mentaux et parfois par habitude ou mauvaise habitude. Alors, merci pour la question aussi. Donc, la personne très créative, etc. C'est vrai que dans les modèles nous qu'on utilise, il y a le modèle des personnalités, entre autres, celui qui a été créé par l'IME, puis il y a d'autres modèles. Je trouve que ça éclaire bien, voyez, les différentes personnalités, y compris les personnalités très créatives, et que les personnalités très créatives, il n'empêche qu'il faudra avoir un cœur de fonction assez défini et voir où elles peuvent exprimer leur créativité. Et donc, la personne qui ne supporte pas ça ou qui trouve que ce n'est pas gérable, il y a peut-être aussi... Ah, mais bon, je n'ai pas toutes les infos. Hein. Moi, c'est à la lecture de votre question-commentaire, mettre un cadre et peut-être aussi tout simplement aller vers ce côté diversité, ce côté inclusion. Alors, les formations, attendez, oui, attendez, on va vous en donner. Ouais. Voilà, alors ici,
Vous voyez, je vois les questions, ben, on allait justement y arriver par rapport à ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus. On a avec Active Formation, donc dans le sud-ouest de la France, c'est très joli, hein, c'est à la grande motte, des formations séminaires, neurosciences au service du management. On en a plusieurs aussi. On a une formation aussi au mois de juin avec Active Formation. Et on l'applique aussi à différents publics. Donc, il y a des publics qui sont plutôt dans le domaine médico-social, des publics qui sont plus dans le domaine des entreprises. Et avec Actif, on travaille ensemble depuis quelques années. On a aussi une formation qui touche le changement. Vous voyez vraiment le côté accompagner le changement à l'aide des neurosciences. Donc, nous, on vous conseille, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez le contact Véronique Ben-Simon avec son adresse mail et vous pouvez aller aussi sur le site de l'Actif, bien sûr. Toutes les questions en fait concernant le contenu, etc., nous seront relayées. Toutes les questions pragmatiques, dates et autres, vous voyez avec Actif. Donc, je vais laisser le slide là, comme ça vous voyez aussi tout le programme. Vous pouvez bien prendre le temps. Et donc, je suis contente, Estelle, à moi aussi, l'énergie, oui, pour nos métiers de l'accompagnement, si vous êtes là-dedans, moi, je trouve qu'il en faut beaucoup. Et moi c'est vrai que c'est devenu l'énergie vraiment un de mes points essentiels. C'est la synthèse de savoir, tiens, où j'en suis, sommeil, alimentation, motivation, etc. Alors, qui pratique le judo, Christophe? Oui, c'est beau, hein, le judo. Bravo pour la compétition. Oui, hein. Moi aussi, vous savez, quand je suis là, alors là, j'avais fait pire, hein. J'étais aussi dans une catégorie senior. Senior, en fait, c'est 18 ans. Voilà. Donc, il y a une petite contradiction pour moi dans les mots. Et donc, en fait, j'étais là en train de saluer avec une vingtaine de jeunes femmes de 20 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail, hein, quand même, d'image sociale. Et puis maintenant, vous savez quoi? En fait, ça m'est égal. Moi, je trace ce chemin et je vois que ça inspire aussi d'autres personnes. Alors, il y avait, oui, l'idée, Brigitte, a arrêté de se comparer. Je pense, c'est vrai que c'est la comparaison, pour moi, c'est très fort le mode automatique qui est normé. Moi, je dis pas ça en termes négatifs, hein, c'est qu'il a des normes sur c'est quoi la réussite, c'est quoi l'échec, c'est quoi être bien, c'est quoi être nul, etc. Et que cette comparaison, en fait, va encore stimuler ce mode automatique, alors que, vous voyez, être bon, mauvais par rapport à quoi, quoi. Moi, je me pose souvent cette question, être parfait par rapport à quoi, être mauvais par rapport à quoi. Donc, est-ce qu'on aurait encore des questions? Voilà, oui, toutes dans les favoris. Alors, je les ai toutes. Oui, nous avons encore un commentaire. Grâce à votre présentation, je vais réfléchir à l'expression de mon engagement. Alors, si vous faites référence à ce côté, voyez, la vision et l'engagement, la première étape du processus, en fait, c'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup pour des projets. Moi, je l'ai utilisé beaucoup pour le karaté. Et ce qui en est sorti dans l'engagement, c'était être la samouraï que je suis. Là, ça fait un peu drôle, hein, vous voyez. Mais donc, ça a été, et comment je fais ça après? Et je vous assure, hein, quand vous utilisez ces questions, pour moi, c'est très profond. Ça stimule l'adaptatif, c'est des questions ouvrantes. Et quand on inclut la respiration, vous voyez, la détente musculaire, pour moi, on stimule d'autres niveaux de conscience que le niveau automatique, en fait, qui est assez limité pour pouvoir. Enfin, c'est pas son travail, quoi, de faire de la grande vision et d'aller vers l'audace. Alors, est-ce qu'on aurait encore d'autres commentaires? N'hésitez pas, hein, moi, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Merci. Donc, on a Pierre, je suis arrivée un peu en retard. En une phrase, pouvez-vous rappeler ce qu'est la gouvernance grégaire? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, dans ce mode automatique, dans les travaux de l'IME, il y a eu vraiment distinction entre deux pilotes. Gouvernance, c'est un pilote cérébral. Et je trouve ça un mot très, très bien choisi parce que ça veut dire que les choses ne sont pas figées. Et la gouvernance grégaire en particulier, c'est elle qui semble définir la place instinctive dans un groupe. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'organigramme, c'est
la place instinctive les uns par rapport aux autres. Et quand on branche l'instinct, est-ce qu'on se sent plutôt assertif d'égal à égal? Est-ce qu'on se sent plus dominant? Et c'est parfois difficile de se l'avouer, entre guillemets. Est-ce qu'on se sent plus soumis? Ça peut être aussi difficile, vous voyez. Donc, instinctivement, où est-ce qu'on se situe? Et dans les équipes et les organisations qui dysfonctionnent, moi, je pourrais dire qu'à 100% des cas, en tout cas, moi, dans les accompagnements que je fais, hein, je ne généralise pas, ben à 100%, cette gouvernance est trop aux commandes. Et donc, on est en train d'imploser, de s'observer, de se comparer, d'être dans des territoires. Et c'est indispensable pour moi, dans ce cas-là, de remonter des tâches cérébrales. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, le pilote grégaire qui définit la place instinctive. Merci. Différence entre stimuler la motivation collective et manipulation. Ben, voyez, moi déjà, le mot manipulation, je pense, enfin moi personnellement, je n'ai rien contre le mot. Je pense que c'est l'intention qu'on y met derrière. Voyez, et donc, voilà, si on prend manipulation dans le sens négatif du terme, pour moi, ce sera amener des personnes à un certain endroit alors que fondamentalement, elles ne le sentent pas du tout et qu'on aura aussi agi par quelque part des processus un petit peu inconscients. Et moi, personnellement, je pense que, mais c'est vraiment mon avis hein, que je vous partage, c'est je pense que ça peut marcher un temps, mais pas trop. Vous voyez, il y a souvent un moment, l'instinct de ces personnes va envoyer du stress ou bien le corps qui va dire non, qui va commencer à être dans quelque part un refus ou une trop grande fatigue. Et donc, je pense que ça peut arriver hein, de faire ce genre de choses, mais que de toute façon, ça ne dure pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Et que oui, stimuler la motivation collective, pour moi, on va avoir, quand on est vraiment dans une intention positive, ben, on voit un élan, on voit le visage qui est plus radieux, qui est plus rayonnant. Et je vous rejoins, je pense que c'est un point de vigilance vraiment important parce qu'on a ces parts d'ombre. Vous voyez, donc, oui, c'est une belle question. Est-ce que vous avez d'autres points de partage, d'envie d'échanger? Nous sommes sur les réseaux sociaux aussi, hein, si vous avez envie de rester en contact. Si vous avez des questions aussi concernant les modules de formation à l'actif avant la fin, avec bienvenue. Alors, vous voyez dans l'icône du chat qui est où? Il y a une icône du chat, voilà. L'icône du chat, en fait, vous avez aussi une icône qui permet de télécharger des documents. C'est une icône avec une flèche. Attendez, moi je reçois un message. En fait, je vais être très transparente. Hein. Voilà. Merci beaucoup pour le message. C'est très important. Et donc, l'icône du chat avec la flèche vers le bas. Eh bien, vous pouvez télécharger les documents avec les formations que l'on a prévues à l'actif. Et donc là, vous avez les programmes qui sont là aussi. Et vous allez avoir également tout qui se retrouve sur le site. Pour prolonger le sujet, merci beaucoup Laurence. Je recommande le roman Respire. Voilà, c'est vrai que si vous avez des ouvrages, moi je vous recommande aussi le livre de Harari, Sapiens Sapiens, qui est vraiment intéressant, une brève histoire de l'humanité, qui relate beaucoup l'histoire de l'humain, là où on en est, quelques explications sur ce cerveau, capacités cognitives qui sont peut-être un petit peu atteintes. Donc moi, ça fait partie des livres qui m'inspirent. Un autre livre, moi, qui m'a beaucoup inspiré sur l'épigénétique de Joël de Ronet, en fait, la symphonie du vivant. L'épigénétique, je trouve ça passionnant qu'on puisse agir sur l'expression ou la non-expression de certains gènes, notamment par 5 facteurs, plaisir dans la vie, le stress, relations harmonieuses, le mouvement et la nutrition. Je vais un peu vite, mais je pense que c'est vrai que c'est intéressant de faire part de choses qui vous inspirent, qui m'inspirent. Le pouvoir du souffle est très chouette également pour travailler sa respiration. Moi, je vous rejoins. Et alors, vous savez, dans une équipe, à un moment,
l'année passée, on a fait des exercices de respiration. Et je me souviens, dans cette équipe l'année passée, au départ, il y avait vraiment, mais Chantal, ça sert à quoi de respirer? Mais alors, point numéro un, ça sert à pas mourir, vous voyez? Et c'est vrai que nous, dans les stages de karaté, souvent, on nous dit que orientaux, comment dire, on respire juste pour pas mourir, alors que c'est vraiment, mais c'est plus qu'un outil pour moi, vous voyez, parce qu'on parle beaucoup d'outils, mais en fait, c'est vraiment, c'est une philosophie de la vie, quoi, de se régénérer, de s'ancrer, et que le souffle, c'est la vie, voilà. Merci pour le partage. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, sources d'inspiration à partager? J'ai mis encore, moi, un slide très important. Remerciements spéciaux à Marie-Hélène Rabinovitch d'Active Formation qui a fait un travail extraordinaire pour faire de ce webinaire un beau moment, une belle réussite. Et donc, Marie-Hélène a passé beaucoup de temps aussi pour le webinaire. Et Céline van der Vorst, vous avez vu en fait, venez chère Céline, est à côté de moi. Mais vous avez entendu, hein, vous avez une équipe de Van der Vorst, Chantal et Céline, nièce et tante. La tante, c'est moi, vous l'aurez compris. Voilà. Grand merci à vous. Je remets le slide encore, voyez, pour les formations. Et bien entendu, le document ici qu'on a parcouru ensemble, eh bien, vous sera rendu disponible via la plateforme. Et l'enregistrement aussi. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Souhait de partage? Et donc, nous, on a, voilà, on est sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rester en contact et on vous donnera aussi tous les renseignements au sujet des formations à l'actif. Merci à vous. Passez une très belle fin de journée. Au plaisir. Même une après-midi d'abord. À bientôt. Au revoir.